et sucré. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. Bienvenue dans le petit déjeuner politique de Sud Radio. Il est 7h42. Nous recevons ce matin Aurélien Taché, qui est député La République En Marche du Val d'Oise. Oui, bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Alors, autour des Gilets Bleus, les policiers appelés à bloquer les commissariats à partir de demain par le syndicat Alliance. Colère légitime selon vous ou pas ? Ça fait quand même plus de 3 semaines que les policiers ils sont 7 sur 7 et H24 mobilisés. Évidemment pour permettre aux gens de manifester, notamment avec les Gilets jaunes et dans des conditions qui n'étaient pas toujours celles qui auraient dû être normalement. Quand vous ne déclarez pas vos manifestations, que vous faites ça un peu partout, c'est vraiment difficile pour les policiers. Et puis bien sûr, avec ce qui s'est passé à Strasbourg mardi dernier, donc moi je comprends que là, les policiers maintenant aussi des revendications sociales. Ça me semble normal en fait. Oui, mais alors est-ce qu'il ne va pas y avoir d'autres catégories de la population justement qui risquent aussi de revendiquer derrière, quoi ? C'est possible, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'il n'y a pas beaucoup de catégories de la population qui ont autant été mises à l'épreuve que les policiers, mises à contribution. Donc c'est logique de les entendre, notamment sur ces millions, puisqu'il y a 21 millions d'heures supplémentaires non payées. C'est ce qu'ils disent. Oui, je crois que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, les reçoit ce matin, justement pour discuter de ça, et c'est une très bonne chose. Il faut qu'on trouve une solution pour finalement augmenter le pouvoir d'achat des policiers aussi. Oui, des policiers. À propos d'ailleurs de violence, il y a eu un nouveau péage brûlé hier soir à Bandol. Qui doit payer les dégâts des péages incendiés là, depuis le début du conflit ? Écoutez, s'il y a des affaires, s'il y a des poursuites, c'est ceux qui seront condamnés qui paieront. C'est normal, dans ce pays, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous cassez quelque chose, vous devez pouvoir le payer. Après, j'imagine que ce sera malheureusement pas toujours le cas, donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'il y ait un peu une prise de conscience collective que là, c'est nos impôts qui vont payer à la fin, quoi. Et que donc, c'est peut-être temps de se dire qu'il y a d'autres manières de se mobiliser qu'en cassant les ronds-points ou l'avenue des Champs-Élysées. Et donc, Christophe Castaner a raison de dire stop à ces occupations de ronds-points, quoi. Moi, je crois que maintenant, si les gens veulent continuer à se mobiliser, ils peuvent le faire. Je veux dire, on est dans un pays libre. Si il y a des gens qui veulent continuer à manifester contre le gouvernement ou proposer autre chose. Il y a plein de manières de le faire. Il y a même des élections. Il y a aussi une prise de conscience à avoir de ce côté-là. On ne peut pas passer plusieurs mois comme ça dans une situation où on occupe l'espace public et où on casse l'espace public de manière anormale. Oui, alors la préparation du grand débat national, c'est parti, ça va vraiment commencer aujourd'hui. Emmanuel Macron veut s'appuyer alors sur les maires. Vous aurez, quand même les députés, votre mot à dire ou pas ? Je ne comprends pas. Alors, moi je le souhaite en tout cas qu'on ait notre mot à dire. Je trouve ça très bien qu'on s'appuie sur les maires. Aujourd'hui, dans les territoires, c'est effectivement les gens ont confiance en leur maire, donc à venir dans la mairie, c'est plus simple que venir dans la préfecture, par exemple. L'arrière-salle d'une préfecture pour un débat, c'est quand même pas terrible. Néanmoins, les députés, on est aussi finalement un peu comptable de la politique qui est menée depuis 1 an et demi, et donc on doit pouvoir à la fois l'expliquer, mais aussi entendre ce que les Français ont à nous dire pour éventuellement la modifier dans les mois à venir. Et ça, c'est pas les maires qui pourront le faire, c'est bien les députés. Oui, mais il n'y a pas un problème c'est pas l'illustration que l'organisation ne fonctionne pas là aujourd'hui dans notre système, puisque donc les députés ne se font pas entendre par les citoyens, ou en tout cas ne remontent pas les informations, puisqu'on va s'appuyer sur les maires. Non, mais c'est quand même... moi, j'ai 110 000 électeurs qui dépendent... 110 000 habitants, qui dépendent de moi. Je ne peux pas, autant qu'un maire, voir tout le monde au quotidien. On essaie de le faire, on est vraiment sur le terrain. Je crois que tous les habitants reconnaissent volontiers que les députés de la nouvelle majorité et La République En Marche en particulier sont des députés accessibles. Moi, beaucoup de gens m'ont dit on n'avait jamais vu votre prédécesseur, vous avez vu plus que lui. Mais néanmoins, c'est quoi le rôle d'un député aujourd'hui, justement ? C'est quoi votre emploi du temps, vous, aujourd'hui ? Écoutez, alors il y a beaucoup de temps déjà qui se déroule à l'Assemblée, bien sûr. Vous voyez, là, ce matin, on va aller ensuite la fameuse réunion avec tous les députés du groupe. On va pouvoir recevoir le Premier ministre, lui poser quelques questions sur les mesures qui arrivent. Après, les questions au gouvernement, la commission. Enfin bref, il y a beaucoup de travaux comme ça. Mais le week-end, et souvent les lundis et les vendredis aussi, on est en circonscription, on reçoit, on entend les associations, les habitants, les acteurs du territoire pour qu'ils puissent nous faire remonter ce qu'ils ont à dire sur la politique qui est menée, sur les lois qui sont votées et qu'on puisse en tenir compte. C'est normal, c'est notre boulot. C'est là où parfois ça ne fonctionne pas très bien, justement, sur les mesures sur le pouvoir d'achat, puisque Gilles Legendre a dit hier, on n'était peut-être pas bien connectés, d'ailleurs trop intelligent, trop subtil pour faire comprendre les mesures. Comment vous l'avez pris, ça ? Non, écoutez, je pense que il faut. Moi, j'aurais pas dit comme ça. J'aurais plutôt dit, on n'a pas toujours été effectivement peut-être suffisamment à l'écoute de ce qui nous était remonté. Pourquoi ? Parce qu'on a été élu il y a 1 an et demi avec un projet très important
qu'on a voulu le mettre en œuvre pour bien faire, rapidement, et que du coup, quand vous faites ça, vous avez un peu la tête dans le guidon, et que vous écoutez pas toujours, par exemple, ceux qui vous disent attention, parce que là, Là, vous reconnaissez qu'il y a eu beaucoup de lacunes. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de choses de cet ordre-là. Je vous donne un exemple sur cette fameuse mesure là qui a beaucoup fait parler des 80 km/h en voiture. Oui. Je suis pas sûr que moi, par exemple, qui suis un député urbain, qui suis à Cergy-Pontoise, je me suis totalement rendu compte de ce que ça pouvait vouloir dire, pour des gens qui prennent la bagnole tous les jours. Et pourtant, dans le Val d'Oise, ils prennent aussi la voiture pour se déplacer. On roule pas on n'est plus limité. Il y a une 4 voies, il y a la 15 pour aller à Paris, donc c'est pas 80 km/h. Oui. Alors justement, pour essayer de se reconnecter et puis de donner aussi un peu la parole au peuple, est-ce que vous êtes favorable, vous, au référendum d'initiative citoyenne ? Moi, je suis favorable à ce qu'on prenne des mesures nouvelles, effectivement, pour dire que la démocratie, c'est pas juste une fois tous les 5 ans. Donc, il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions pour que les gens se sentent représentés de manière encore plus juste qu'aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, vous avez quand même, effectivement, avec En Marche, on a eu beaucoup de gens qui ont été élus pour la première fois, beaucoup de femmes, beaucoup de gens de la société civile. Moi, j'ai un parcours, je viens d'un milieu populaire. J'ai commencé par un CAP de plombier avant de devenir député, mais il n'y en a quand même pas beaucoup, des comme moi, à l'Assemblée. Donc, il faut aller plus loin sur cette représentation, et il faut aussi qu'entre les élections, on ait des mécanismes pour que les citoyens puissent dire un peu plus de choses à leurs élus. Moi, je ne suis pas pour qu'on mette en l'air la démocratie représentative, contrairement à un certain nombre qu'on entend en ce moment, et y compris François Ruffin, qui à l'Assemblée nous dit tous les jours qu'il est là en infiltré, qui voudrait casser tout ça. Finalement, moi, je suis pas du tout là-dessus. Par contre, qu'on trouve un moyen pour mieux connecter les élus et les électeurs, et que entre les élections, ils puissent décider un certain nombre de choses avec nous. Oui, je suis favorable à ça. Donc, regardons si c'est le référendum, l'initiative populaire ou autre chose. Oui, mais en tout cas, il ne faut pas écarter l'idée immédiatement. Parce que certains dans la majorité, chez vous, disent que c'est dangereux. C'est démagogique et dangereux. Moi, je ne crois pas que donner la parole aux citoyens, si c'est bien fait, si c'est encadré, si c'est sur des questions précises, soit dangereux en soi. Par contre, il faut pas il faut quand même que les élus puissent faire leur travail correctement. Quand certains prônent des mandats révocatoires ou ce genre de choses, moi je suis contre. Le seul pays qui fait ça, c'est le Venezuela. Je ne crois pas que ce soit un grand exemple de démocratie. Un élu, il doit aussi pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez élu, si tous les 6 mois il a le coup près de savoir s'il va se faire virer ou non, il ne peut pas avancer. Par contre, que sur un certain nombre de sujets importants dans le quotidien des gens, on leur donne la parole et qu'on puisse nous en tenir compte dans les décisions, il faut. Donc la révision constitutionnelle qui va arriver l'année prochaine pourra être l'occasion de faire adopter ce genre de mesures. Oui. D'un mot encore sur les Gilets jaunes, une liste avec Francis Lalanne, c'est du sérieux selon vous ou un peu décalé ? C'est pas à moi de le dire. Moi, je suis pas gilet jaune. Voilà, si les gilets jaunes se sentent représentés par Francis Lalanne, qu'ils aillent aux élections avec Francis Lalanne. C'est pas la première fois qu'il se présente aux élections européennes. Bon, vous qui êtes un spécialiste des questions d'immigration et d'intégration, est-ce que cette question devrait être prise en compte dans le grand débat national, la grande consultation qui va être lancée là, dans les 3 mois sur le terrain ? Parce que ça a été évoqué à un moment donné, c'est écarté, ça peut revenir ou pas ? Écoutez, moi j'ai plutôt dit que cette question, elle devait être traitée, mais pas à part comme ça, toute seule. C'est étonnant de mettre l'immigration à part. On a fait des plus grands chapitres sur d'autres sujets. Par contre, qu'on en parle bien, par exemple dans le thème sur la question de la démocratie, sur la question de la citoyenneté. Aujourd'hui, on a des gens qui arrivent de manière plus importante qu'avant, notamment avec la crise des réfugiés. Chez moi, à Cergy-Pontoise, par exemple, on a dû prendre d'anciennes patinoires pour accueillir 150 personnes comme ça assez rapidement. Donc tout ça, ça pose des questions. Nous, ça se passe très bien. Hein. Les gens viennent amener des vêtements, les gens viennent... Mais vous sentez d'ailleurs que les gens sont concernés par ce sujet localement. Ça impacte la vie quotidienne maintenant par rapport à l'immigration classiquement, où vous aviez juste des gens qui arrivaient, qui allaient s'installer, qui faisaient leur vie. Là, comme les gens arrivent parfois dans un grand dénuement, de manière importante, quand vous avez 150 personnes dans une commune qui arrivent d'un coup, je veux dire, il faut l'organiser. Donc effectivement, il faut en parler. Il faut en parler, mais il faut en parler de manière sereine, quoi, et en se demandant alors, concrètement... pas dans le cadre de cette consultation, pourtant c'est le moment, quoi, c'est l'occasion, puisqu'on veut mettre tous les grands sujets sur la table. Dans le cadre de cette consultation, mais en mélangeant pas tout. C'est pour ça que le mettre dans le chapitre sur la citoyenneté, ça me paraît très bien, parce que si vous commencez à tout mélanger et à dire, alors on va parler... Alors la question initiale, c'était immigration, les inquiétudes des Français par rapport à l'immigration, puis à la laïcité, puis là on risque d'avoir des réponses qui, à mon avis, seront assez loin du quotidien et du sujet qui est... Quand des gens arrivent, comment on fait pour s'organiser, comment ça impacte la vie d'une commune, etc. Oui, donc pour vous, Aurélien Taché, il faut
prendre cette question et la mettre dans ce chapitre donc sur l'avenir de la démocratie. Vous avez des chances d'être entendu ou pas? Écoutez, je crois que c'est ce qui a été retenu par le Premier ministre. Donc, oui, ça a été retenu. Oui. Ça va être précisé là aujourd'hui, demain, dans le cadre effectivement des détails qui seront donnés sur la concertation, mais il a déjà dit devant l'Assemblée et devant le Sénat mercredi que ce serait 4 chapitres. Oui, 4 chapitres. Un mot encore aussi sur les primes versées, qui doivent être versées ou pas là en cette fin d'année. Est-ce que vous trouvez normal que la SNCF verse une prime exceptionnelle aux cheminots en cette année de réforme? Ça a été annoncé hier. Alors, je ne sais pas si la prime est versée uniquement pour cette raison-là. Bon, peut-être qu'il y a des... c'est dans le cadre, c'est l'effort national qui est demandé, donc à la SNCF, alors qu'il y a une réforme que... Peut-être qu'il y a des adaptations qui font que cette année... Bon, je ne sais pas. En tout cas, de toute façon, on est dans un moment où on essaye de demander aux entreprises et à toutes celles qui le peuvent de verser une prime. Il n'y a pas de raison que les cheminots n'aient pas aussi une augmentation de pouvoir d'achat si leur entreprise peut se le permettre. Oui, mais quand des entreprises ne vont pas très bien financièrement, c'est le cas de la SNCF, même si le résultat peut être correct cette année, mais ils sont en train de perdre de l'argent à cause des gilets jaunes et on va donner quand même une prime. Alors, comme vous venez de le dire, si c'est à cause des gilets jaunes, ils y peuvent rien, les cheminots. Mais bon, voilà. Donc, écoutez, là, c'est de la gestion interne d'entreprise. Moi, d'une manière générale, quand on peut partager un peu les gains d'une entreprise avec les salariés, je suis plutôt favorable. Oui, bon. Très bien. Le mot de la fin avec Cécile de Ménibus, Aurélien Taché. Oui, vous l'avez dit, vous avez un parcours un peu singulier. Vous quittez l'école en 3e. Oui. Vous partez en formation en plomberie. C'est quoi le déclic entre cette formation, finalement le cabinet ministériel et l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui a basculé chez vous? Basculé dans le bon sens. Il s'est passé quelques années du coup entre. Mais vous avez raison, c'est bien le point de départ et le point d'arrivée. Non, écoutez, moi j'ai effectivement fait cette formation. J'ai pas forcément trouvé ma place tout de suite, donc j'ai fait plusieurs formations métiers jusqu'à 20 ans. Et puis je me suis dit que finalement, j'avais dit à mes parents, j'ai pas besoin de l'école, je ferai ce que je voudrais, j'arriverai à changer le monde sans tout ça. Et à 20 ans, j'ai finalement dit à mes parents, vous aviez raison, on change pas le monde en France sans avoir fait un minimum d'études, parce que j'avais ce côté par contre un peu engagé des très jeunes. Et donc j'ai repris une fac à 20 ans pour essayer de faire quelque chose qui serait plus conforme à ce que j'avais envie. Aujourd'hui, on ne peut pas gagner correctement sa vie en étant encore autodidacte. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Je pense qu'on peut pas suffisamment réaliser ses projets quand on est autodidacte. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Des jeunes qui n'ont pas fait le parcours classique, grandes écoles, etc., et qui occupent un métier... D'ailleurs, j'aurais très bien pu, si la plomberie m'avait plu, rester plombier. Il y a des plombiers qui gagnent très bien leur vie. Mais si vous ne voulez pas faire un métier professionnel, technique, et que vous n'êtes pas né dans le bon quartier, que vous n'avez pas fait la bonne école, etc., ça reste très très dur. Moi, c'est un de mes grands combats. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Emmanuel Macron, parce que j'ai senti ça fortement chez lui. Je m'étais engagé politiquement ailleurs avant, j'avais pas senti ça, cette envie de vraiment dire à celui qui veut, tu dois pouvoir. Oui. Est-ce que vous avez encore des copains justement qui sont comme ça restés plombiers, et certains qui gagnent bien leur vie, et d'autres qui sont peut-être au SMIC, quoi? 90% de mes copains qui sont dans la commune où j'ai grandi, à Saint-Pompin, 900 habitants dans les Deux-Sèvres, quand je regarde les photos Facebook aujourd'hui, ils portent un gilet jaune. Voilà. Oui, ils portent un gilet jaune. Probablement donc vous les comprenez sur... Bien sûr que je les comprends. Moi, je ne suis pas du tout en train de jeter l'opprobre sur qui que ce soit. Si moi, je n'avais pas pu avoir ce parcours, on vient d'en parler à l'instant, probablement que j'y serais aussi sur un rond-point. Et donc vous pouvez comprendre leur défiance ou leur méfiance là, quand on leur dit vous allez avoir une augmentation du SMIC d'une centaine d'euros, et puis finalement on s'aperçoit que ce sera simplement la moitié des smicards qui devraient l'avoir, la toucher. Non, mais le président... Il y a une carabistouille là, non, justement, pour reprendre l'expression. On a dit que tous ceux qui effectivement toucheraient le SMIC ou un peu plus auraient les 100 euros, ce sera le cas. La question après, c'est quand vous êtes marié à quelqu'un si vous êtes marié à quelqu'un qui a des très hauts revenus, bon, la personne paye moins d'impôts si vous déclarez ensemble. Donc c'est peut-être normal aussi qu'avec l'argent de vos impôts, on ne lui redistribue pas forcément une prime à votre conjoint si vous gagnez bien votre vie. Il faut quand même se dire que cet argent, c'est l'argent des Français. Donc est-ce qu'on veut vraiment augmenter le salaire de quelqu'un qui, par exemple, dans son foyer a des très hauts revenus? Il faut se poser la question. Il n'y a pas de carabistouille. Il y a juste un choix à faire et qu'on soit clair avec les Français là-dessus. Oui, et quelques problèmes de bricolage, de plomberie quand même, justement sur la mise en place. On va faire de la tuyauterie toute la journée aujourd'hui. Au moins, ça vous servira. On va essayer de trouver le bon canal. Oui. Merci Aurélien Taché, donc député La République En Marche, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et bien sûr, vous pouvez commenter cette interview sur les réseaux sociaux, Twitter, #Sud Radio Matin. Il est 7h56. Bon réveil, vous êtes sur Sud Radio.